Donc au départ, on a constitué un groupe pour partir faire un trek en Himalaya, être confronté au plus haut sommet du monde. C'est vrai que c'est le rêve de tous les montagnards, tous les alpinistes. On a creusé un peu le sujet, on s'est dit on ne va pas partir en simple touriste consommateur et on souhaitait apporter vraiment un soutien à la population et pour ce faire, donc, nous avons décidé de créer l'association Humanitrek. Le choix qui avait été fait pour le trek, c'était donc un trek qui allait durer 18-19 jours, donc c'est relativement long, surtout dans des pays très accidentés comme le Népal. Et le choix de l'itinéraire a été fait en sorte que les organismes ne souffrent pas trop tout en s'acclimatant, et puisqu'on allait aborder quand même un sommet à 6500 mètres, donc c'était quand même pas tout à fait anodin. Ensuite, par rapport à l'opération humanitaire, auquel on attachait aussi énormément d'importance, donc au cours de nos recherches, on a eu l'opportunité de faire un partenariat donc, avec la société Alcan, par l'intermédiaire d'Alexandre et Jean-Philippe. Et Alcan nous a proposé d'installer des fours solaires dans des vallées qu'on allait traverser, où manifestement on s'était rendu compte qu'il y avait des besoins importants. En effet, Alcan a décidé de donner des fours solaires à l'équipe Humanitrek. Ce four solaire, dont voici le prototype derrière moi, est d'un principe très simple. D'un diamètre 1,40 m, il permet, avec de l'aluminium brillant, de concentrer l'énergie lumineuse au foyer du four. Cette énergie lumineuse sert à chauffer 3 à 4 litres d'eau en l'espace de 20 minutes. Cette structure, toute en aluminium, est également légère et facilement transportable. Dans les premières vallées que nous avons traversées, les habitants pouvaient se chauffer uniquement avec du bois. Le petit souci, c'est que le climat est très rigoureux, donc le bois pousse très lentement, et il y a une déforestation importante. Donc notre souci, c'était apporter un complément, justement, d'énergie, de source d'énergie. Thierry est l'organisateur du projet Merapic 2007. C'est de lui qui est né le voyage au Népal. Thierry est la personne la plus expérimentée en montagne du groupe et il partage en fait la montagne avec sa femme Martine. Et de par sa qualité d'infirmière, elle a pu finalement avoir un regard assez sécuritaire sur toute l'équipe et on pouvait se confier à elle pour tous les moindres petits soucis du quotidien. Jean-Philippe, c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé déjà de nombreux moments en montagne dans les Alpes françaises. Et il en a découlé une grande complicité, une grande confiance entre nous. Et pour un projet comme le Népal, une expédition lointaine avec l'altitude et tout ce qui va avec, donc la confiance est vraiment un paramètre qui est très important pour pouvoir mener à bien une telle entreprise et tous ses objectifs. Dans l'équipe, il y avait aussi Alexandre. Alexandre est mon ami du centre de recherche de Vorep, donc nous partageons beaucoup de choses extra-professionnelles, dont la même passion pour la montagne. C'est Alexandre qui m'a proposé de partir au Népal, donc j'ai accepté sans hésitation, parce que c'est une personne de confiance, et puis parce qu'Alexandre s'est beaucoup renseigné et a beaucoup travaillé sur l'organisation de ce voyage, donc ce fut vraiment un réel plaisir de partager ce trek avec lui. Alors dans l'équipe, il y avait aussi Pascal. Donc Pascal, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de montagnes, d'alpinisme, de grimpe, quelqu'un qui a une approche assez sécu de la montagne, qui prend beaucoup de recul et de manière générale assez réservé. Et là, au Népal, j'ai découvert vraiment un Pascal qui profitait à fond, qui s'est fait vraiment énormément plaisir dans cette expérience népalaise. Et il reste Florian. Donc, comme Pascal, c'est un copain des études à Grenoble. Et comme pour d'autres jeunes du groupe, c'était le premier voyageur d'Europe.
Donc ça a été la découverte d'une nouvelle culture. C'est quelque chose qu'il a vécu vraiment profondément et qui l'a touché vraiment beaucoup. Ce qui a séduit Alcan Specialty Sheet dans ce projet, c'est que nos deux collègues, en dehors de la performance sportive, se sont engagés dans un projet qui s'inscrit totalement dans des valeurs que défend Alcan Specialty Sheet, c'est-à-dire le soutien aux communautés, l'engagement humain et le développement durable. Le partenariat d'Alcan Specialty Sheet s'est traduit par un soutien logistique et financier, c'est-à-dire par un don de fours solaires à l'association Humanitrek et par l'acheminement de ces fours ainsi que de matériel destiné aux enfants népalais directement sur place. Alors le circuit, c'est donc l'arrivée à Lukla, où là, la caravane de porteurs et notre groupe va partir réellement en trek. Donc là, on descend depuis Lukla dans une vallée, dans le sud-est, et on va traverser des villages, Puyan, pour aller jusqu'à Pangongma par exemple. Là, la réelle marche d'approche va commencer, puisque il était vraiment important pour aborder de la haute altitude que l'écorce s'acclimate. Donc on va partir de Pangongma et on va monter progressivement en altitude jusqu'au sommet du Merapic, où là on aura passé vraiment notre partie sportive, et pour redescendre ensuite dans une vallée extrêmement sauvage mais en même temps magnifique, Lingkou Valley, avec en point de mire l'Everest. Et après avoir passé le col Amphoe-Lapsa, donc nous redescendons dans une vallée, dans la vallée du Khumbu, qui est une vallée très courue par les expéditions qui rejoignent l'Everest. Pour finir notre voyage en beauté, on va dire, je souhaitais vraiment qu'on retourne à Katmandou, se remettre dans la civilisation et s'imprégner de culture. Il était pour nous hors de question d'arriver, de grimper, de repartir en mettant de côté tout l'aspect rencontre et découverte du peuple népalais. Ça, c'était vraiment très très important à nos yeux. Les défis de ce trek, j'en vois à peu près 5. Déjà, par rapport à l'humanitaire, c'est vrai qu'il y a la question qui se pose, comment va réagir la population ? On n'a pas prévenu notre arrivée, on arrive avec des fours installés, les gens ne nous connaissent pas, qu'est-ce qui va se passer ? Ensuite, un aspect par rapport à la météo. Il est évident qu'avec le réchauffement climatique, actuellement, la météo a tendance à se décaler un petit peu dans le temps. Donc c'est vrai que début octobre, il pleut encore. Dans les 2-3 semaines immédiates avant le départ, on fait des relevés moi en tout cas je faisais des relevés sur Google Earth. Je regardais la météo au Népal jour par jour et je voyais l'évolution des masses nuageuses et donc la mousson qui était fixée encore dans cette vallée. Donc jusqu'à J-2, J-3, la mousson qui décollait pas. Donc même au moment où on a pris l'avion, au niveau de la météo c'était le doute, quoi. Ensuite, comment on va réagir à l'altitude ? C'est vrai qu'on a tous grimpé à plus de 4000 mètres, certains à plus de 6000, mais dans des conditions vraiment peut-être plus dures, avec l'énergie qu'on aura dépensée pendant la marche, comment ça va se passer ? Avant de partir, j'ai fait plusieurs courses qui sont, on va dire, entre 3008 et 3009, et plusieurs fois j'ai ressenti des symptômes du mal des montagnes. Donc, interrogation. Comment je vais réagir au-dessus de 4000, de 5000, de 6000 ? Est-ce qu'on pourra boucler l'intégralité du tour prévu ? Il y a un passage à 5400 mètres qui est assez critique, donc si on passe ce col, c'est pratiquement gagné. Comment va réagir le groupe si toutefois il arrive un pépin ? Un pépin qui peut être n'importe quoi, quelqu'un se tord la cheville ou un mal des montagnes assez important. Qu'est-ce qui se passera ? Est-ce qu'on continue ? On continue la progression à 3, à 4, ou est-ce que tout le monde redescend ? Et auquel cas l'aventure est finie. Donc ces 5 défis étaient en permanence dans la tête des trekkers avant le départ.